Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des hypothèses du modèle. Comment est-ce qu'on choisit les hypothèses du modèle mathématique? Comment on va faire? Comment fixer les hypothèses et comment savoir que ces hypothèses sont réalistes? Alors, partagez le direct. Hello, bonjour. Si vous êtes là, réagissez en commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler des hypothèses du modèle mathématique. Donc, si vous avez un problème réel, si vous avez un problème de circulation, un problème dans une plantation, un problème de maladie, comment est-ce qu'on fixe les hypothèses? Comment est-ce qu'on fait le choix pour arriver à une équation? Quelles sont les étapes à suivre? Mais qu'est-ce qu'il faut fixer? Quelles sont les hypothèses qu'il faut fixer? Et être sûr que ces hypothèses-là qu'on a fixées sont réalistes. Alors, n'hésitez pas à partager le direct, mais surtout réagissez en commentaire parce que le but du direct, surtout, c'est de discuter. Hello, bonjour, réagissez en commentaire si vous êtes là. Donc, j'ai donné les exemples sur lesquels on va se baser aujourd'hui. Sur ces exemples-là, on va pouvoir faire des hypothèses qu'on va discuter ensemble. Salut, soldat, j'espère que tu vas bien. Salut, Odilon, j'espère que tu vas bien. Donc, on va choisir les hypothèses. J'ai donné les exemples sur lesquels on va travailler. Le cas du paludisme, je vais revenir sur le cas du Covid, sur les hypothèses que j'ai choisies, qui est les gens qui précisent surtout, qui précisent toujours, qui n'ont pas compris comment j'ai fixé des hypothèses, et le cas d'un ravageur de maïs. Alors, n'hésitez pas à partager le direct, mais surtout, réagissez en commentaire ou si vous avez plutôt un exemple particulier que vous voulez qu'on s'attarde dessus, mais bien sûr que ce soit en écologie et en épidémiologie. Vous pouvez réagir en commentaire. Je vais bien, merci. Odilon, je vais bien, merci. Oh, d'accord, bienvenue. C'est super que tu sois là. Malgré que c'est un actuariat que tu vas travailler, mais tu sais aussi que dans le domaine, tu as besoin de beaucoup de modélisation. Donc, il y a plein de choses que tu dois comprendre sur les statuts financiers pour pouvoir modéliser l'évolution. Alors, n'hésitez pas à partager le direct.
Ah oui, j'ai eu des questions avant parce qu'il y a une personne qui m'a posé les questions sur les limites. Est-ce que je peux faire une vidéo sur les limites des fonctions? Oui, j'ai déjà fait des vidéos sur les limites des fonctions. Le cas pour les lycéens et pour les gens du supérieur. Donc, il y a ces vidéos sur ma chaîne YouTube où j'ai utilisé le développement limité, bien sûr, la formule de Taylor. Et concernant le lycée, je vais faire des limites simples que vous pouvez retrouver. Donc, par rapport aux limites, je ne vais pas présenter dans ces directs parce que je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses là-dessus. Donc, salut Orville, j'espère que tu vas bien. Donc, il y a aussi les simulations que toi, Orville, tu as précisées. Concernant des simulations, dans les prochaines vidéos sur YouTube, je vais faire des simulations des modèles, des 4 premiers modèles que j'ai déjà présentés. Mais je vais commencer d'abord par celui du modèle sur le ravageur de maïs que j'ai présenté hier sur ma chaîne YouTube. C'est un travail de janvier PCR. Maintenant, concernant les simulations, en fait, je n'ai pas pu faire jusqu'à présent parce que j'ai un peu les soucis pour enregistrer une vidéo sur ma machine et tout. Donc, c'est pas évident comme juste parler comme ça. C'est pas la même chose. Donc, j'aurais pu faire la vidéo depuis sur les simulations. Mais aussi, même là, en direct sur Facebook, je peux non plus faire parce que je connais pas comment faire une transition ou faire un direct avec mon écran sur Facebook. Donc, ça, je ne connais pas. Donc, c'est la raison pour laquelle. Donc, Orville, pour toi, je pense que je vais faire des simulations là-dessus pour des jours à venir. Bonjour Thierry, j'espère que tu vas bien. Donc, n'hésitez pas à partager le direct. Il y a une étudiante de master qui manque en fait. C'est elle surtout qui veut avoir l'idée sur le choix ou sur le choix ou sur les hypothèses du modèle. Bonjour, grand Benjo. C'est Benjo, pardon. J'espère que tu vas bien. J'attends qu'un maximum de personnes se connectent. N'hésitez pas à partager le direct. Donc, on va commencer par le premier cas, celui du paludisme. Donc, ici, en fait, je parle en termes de modélisation en supposant que l'étudiant ou la personne, pas l'étudiant forcément, ou la personne qui est en train de travailler sur le sujet a déjà la maîtrise de la biologie. Parce que, comme j'ai précisé la dernière fois, c'est la base. Si vous voulez faire une modélisation, il est essentiel de comprendre le problème que vous voulez modéliser. Comprendre, ça veut dire si vous êtes en chimie, pardon. Donc, comprendre le problème, ça veut dire si vous êtes en chimie ou en physique ou en mathématiques ou en biologie, ça dépend. Il faut vraiment aller au fond, poser, comprendre le souci qu'il y a. Soldat, je pourrais te poser quelques questions en inbox. Oui, tu peux me poser des questions.
Bon, comment est-ce qu'on va faire ce genre de choses? Donc, je reprends en fait. Donc, je dis ceci. Si vous voulez faire une modélisation, vous voulez modéliser un problème, ça peut être en équation mathématique, ça peut juste être que vous allez avoir un modèle que vous allez juste simuler, pas besoin de faire l'analyse mathématique. L'essentiel à la base, c'est de comprendre le modèle que vous voulez ou de comprendre le problème que vous voulez modéliser. Si vous voulez modéliser la croissance d'une plante, il faut comprendre comment la plante se développe, le processus de sa croissance. Si vous voulez modéliser une maladie, il faut comprendre comment la maladie se propage, les modes de transmission, le temps que ça met, la période d'incubation, il faut comprendre toutes ces étapes. Si vous voulez modéliser la croissance d'un ravageur ou d'un champignon, il faut comprendre comment le champignon se développe, les modes de reproduction. Et donc voilà les étapes. En fait, c'est très important de comprendre tout le processus du problème d'abord avant de vous lancer dans la modélisation. Je parle là-dessus parce que les gens, en fait, ils posent la question, je ne comprends pas comment est-ce qu'on modélise la grippe. Je prends le cas de la grippe. Il faut d'abord comprendre la grippe se transmet comment. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce que vous voulez faire une modélisation inter-hôte ou intra-hôte? Inter-hôte, ça veut dire vous voulez faire la modélisation de la grippe entre deux personnes ou disons dans une population, ou vous voulez modéliser plutôt la grippe à l'intérieur d'une personne. Ça peut être vraiment le cas de toutes les autres maladies qu'on étudie. Ça peut être le cas de l'hépatite B. Si vous voulez étudier l'hépatite B, est-ce que vous étudiez la transmission entre les personnes? Ça veut dire inter. Ça, c'est le modèle inter ou on peut dire encore modèle macro. Ou vous voulez faire un modèle intra. Ça veut dire que vous vous concentrez sur une personne. Vous étudiez juste comment le virus évolue dans le corps de la personne. Donc, déjà, c'est vraiment ce qu'il faut savoir à la base. Le processus, le problème, comprendre le problème, la biologie, l'épidémiologie ou l'évolution du problème même pratique que vous avez. Donc voilà, maintenant si on revient dans le cas, Orville, tu sais, tu peux poser des questions parce que je sais que toi, tu as encore des questions concernant le début ou le choix des problèmes ou les hypothèses à fixer pour le cas du modèle. Donc voilà, si vous avez déjà compris le processus ou l'évolution de votre problème, c'est un bon début. Maintenant, passage au modèle. Lorsque vous avez lu le processus de votre modèle ou le problème que vous avez pu voir dans la littérature, il y a tel paramètre. Donc, si je prends le cas du paludisme, comme j'ai dit, on va commencer par le cas du paludisme. Lorsque vous voulez modéliser le paludisme, il est essentiel de comprendre comment est-ce que le paludisme se transmet. Comment est-ce qu'on passe, la maladie passe d'une personne à une autre? Est-ce que la transmission, c'est d'une personne à une autre? Non. Dans le cas du paludisme, c'est non parce que la transmission, c'est avec le vecteur qui est l'anophèle. Donc, dans le processus de la modélisation, déjà, il faut fixer vos compartiments. Ça veut dire, il y a une personne qui n'est pas malade. Lorsque l'anophèle vient piquer la personne peut devenir malade. Mais l'anophèle qui a piqué la personne, est-ce que c'était l'anophèle qui était malade? Parce que même si l'anophèle vous pique et que l'anophèle n'est pas malade, il ne va pas vous infecter. Donc, il faut l'anophèle qui est malade pour pouvoir vous infecter en fait. Maintenant, si vous avez ce processus, si vous avez compris l'évolution ou tout le processus de transmission, vous fixez vos hypothèses. Donc, si je prends le cas du paludisme, vous allez juste mettre une personne ou les humains qui sont susceptibles d'avoir le paludisme. Les humains qui ont le paludisme, ça veut dire que ceux-là que les anophèles ou les anophèles ont piqué, qui sont devenus malades. Et maintenant, dans la classe des vecteurs, vous allez mettre les vecteurs susceptibles, les vecteurs qui sont les anophèles, les vecteurs susceptibles et les vecteurs malades. Oui, salut Yuma. Finalement, tu te retrouvais. C'est très compliqué pour toi finalement de te retrouver sur le direct chaque jour. J'espère que tu vas bien. Donc, j'étais en train de parler du processus de la modélisation, le choix des hypothèses dont tu as parlé ce matin. Donc, on est sur le cas du paludisme. Voilà, donc, si vous avez finalement fixé le fait que dans la population
où je vais étudier, il y a les moustiques, il y a les humains. Les seules possibilités, les seuls choix qu'on puisse avoir, c'est les hommes qui peuvent être malades et les hommes qui sont susceptibles. Et aussi, il y a les hommes il y a les vecteurs. Le vecteur, en fait, qui est celui qui transmet la maladie. Parce que dans le cas du paludisme, il y a un vecteur. L'homme ne peut pas transmettre le paludisme à l'autre. Donc, je me concentre sur le fait qu'il y a le vecteur qui est l'anophèle. Donc, je suppose que dans l'analyse qu'on fait, vous avez déjà compris le processus de la modélisation ou vous avez déjà compris le phénomène que vous voulez étudier. Donc, je reste sur cette base-là pour ne pas entrer dans les détails ou pour ne pas allonger les choses. Donc, vous avez la classe des hommes qui sont susceptibles et les hommes qui sont malades. Les vecteurs qui sont susceptibles et les vecteurs qui sont malades. Ça, c'est les hypothèses que vous avez déjà faites. On est ici dans un cas de modèle compartimental. Vous avez supposé que vous ne pouvez avoir que 4. Bonjour, Elle. J'espère que tu vas bien. Donc, on est dans un processus de modélisation. Vous avez supposé que vous ne pouvez avoir que 4 compartiments. Le compartiment des hommes susceptibles, le compartiment des hommes infectés ou infectieux, si on peut dire, le compartiment des vecteurs susceptibles et le compartiment des vecteurs infectés. Donc, ça, c'est les hypothèses qu'on fait. Dans certains cas, il y a les gens qui peuvent faire des hypothèses sur le cas toujours du paludisme en supposant que lorsque vous avez le paludisme, ou lorsque un moustique infecté vous pique, vous prenez des jours avant de développer les symptômes du paludisme ou les symptômes qu'on connaît du paludisme. Voilà, mais durant cette période-là, ça peut être une période d'incubation. Donc, vous pouvez donc supposer qu'il y a les hommes qui sont susceptibles. Après, il y a les hommes qui sont dans la période d'incubation, qu'on peut dire les hommes latents. Ça veut dire, durant cette période-là, on peut vous tester du paludisme, on va voir que c'est positif. Vous ne pouvez pas transmettre le paludisme, bref, vous ne pouvez pas infecter un autre moustique qui vient vous piquer parce que vous savez bien pour le processus de transmission, vous êtes malade, un moustique vous pique et le moustique qui vous a piqué va s'infecter, aller infecter une autre personne. Donc, dans ce cas, vous pouvez également s'en donc vous vous retrouvez avec un modèle où il y a les hommes susceptibles, les hommes latents et les hommes infectés, ou infectieux, pardon, infectieux surtout parce qu'infectés, ça peut être les latents et les infectieux. Donc, du coup, vous allez faire ces 3 cas-là. Donc, vous aurez finalement, dans un second cas, un modèle qui regroupe classe des hommes susceptibles, classe des hommes infectés, pour dire les latents, classe des hommes infectieux, classe des moustiques susceptibles et classe des moustiques infectieux. Donc, voilà, vous avez dans un deuxième cas un modèle qui est représenté avec 5 compartiments. Et là, c'est toujours des hypothèses. Ça, c'est des hypothèses que vous fixez. Dans le modèle, les autres hypothèses concernent la transmission ou le développement l'évolution de chaque classe que vous avez choisie. Si vous restez dans le cas où vous avez un modèle susceptible et personnes infectieuses dans la population dans le cas du paludisme, alors lorsque un moustique vient piquer une personne qui est infectée ou une personne qui est susceptible d'avoir, une personne qui est susceptible. Lorsqu'un moustique infecté vient piquer une personne qui est susceptible, il faut une probabilité, comme on avait dit la dernière fois, pour que cette personne développe le paludisme. Alors, c'est à vous de fixer. Fixer, ça veut dire, vous pouvez choisir que votre développement va prendre ou votre évolution d'une personne susceptible à une personne infectieuse va prendre en compte le temps, en compte la température, en compte le système immunitaire de la personne. Ça reste des hypothèses que vous allez fixer. Donc, vous fixez des hypothèses à la base avant de faire le modèle. Parfois, les hypothèses ne peuvent pas être réalistes. Si vous fixez des hypothèses qui sont très strictes à certaines choses, ça peut rendre le modèle irréaliste. Maintenant, mais vous pouvez aussi fixer des hypothèses qui vous donnent un modèle réaliste, mais dans le cas de l'analyse mathématique, impossible de résoudre. C'est déjà ce qu'on a souvent globalement. Si on veut prendre en compte tous les problèmes qu'on retrouve dans le phénomène qu'on veut étudier, on se retrouve avec un modèle qu'on ne peut pas faire l'analyse mathématique dessus, mais par contre, on peut simuler ce modèle-là sans problème. Donc, j'étais dans le cas du paludisme. Si on passe dans le cas du Covid, bon, au moins dans celui-là, il y a beaucoup de gens qui ont compris qui ont déjà compris la biologie, parce que c'est surtout ça. Vous avez compris la biologie de la maladie. Comment est-ce qu'on s'infecte? Quels sont les processus d'infection? Vous avez compris le processus d'infection. Vous voulez faire la modélisation. Quelles sont les classes qui sont susceptibles ou les classes que vous allez mettre dans votre modélisation? Donc, si on reprend le cas du coronavirus 2019, si
on entre dans une population actuelle, vous choisissez d'abord, premièrement, le pays où vous allez étudier. Donc, je ne sais pas dans quel pays vous vous retrouvez, donc vous choisissez un pays que vous voulez étudier. Dans le modèle que j'ai précisé dernièrement, je supposais que dans la population, il y avait des personnes qui étaient susceptibles. Susceptible, ça veut dire que vous êtes là et vous pouvez entrer en contact avec la maladie à tout moment. Mais l'évolution, par exemple, peut dépendre de votre système immunitaire. Développer la maladie peut dépendre de votre système immunitaire. Ça varie. Et maintenant, si vous allez prendre en compte le fait que pour qu'une personne soit infectée ou pour qu'une personne susceptible devienne infectée, il y a l'impact avec la société, il y a l'effet du fait, il y a la communication, bon, on peut dire l'effet des masses médias, comme tous les jours, on parle du fait que protégez-vous, on vous informe sur ce qu'il y a à faire. Donc, il peut avoir ça et vous allez mettre en compte dans votre modèle sur le fait que une personne qui respecte les critères, une personne qui respecte les mesures qu'on demande de prendre ne peut pas développer la maladie ou ne peut pas être infectée. Donc, dans votre modèle, dans le contact entre les personnes infectées et les personnes susceptibles, vous allez supposer que l'évolution est très lente dû au fait qu'il y a des hommes ou il y a des personnes dans la population qui vont respecter les critères. Mais ça, c'est des hypothèses. Maintenant, si vous faites l'hypothèse selon laquelle dans une population, vous avez les personnes qui sont en quarantaine, ce n'est pas dans toutes les populations. Je sens qu'il y a les pays où il n'y a pas forcément les gens qui ont été mis en quarantaine. Pour dire quarantaine, on ne considère pas s'ils sont infectieux ou pas, juste là qu'ils sont mis en quarantaine parce qu'on peut supposer que toutes les personnes qui sont infectées ont été mises en quarantaine parce que vous allez à l'hôpital, on vous teste positif, on ne vous laisse pas rentrer à la maison parce qu'on sait que vous allez infecter d'autres. Donc on vous garde, on suppose que les malades, tous les malades progressivement qui ont été testés positifs dans le cas de la maladie sont mis en quarantaine. Ça, c'est l'hypothèse que vous pouvez faire dans le modèle. Mais surtout, concentrez-vous sur le fait que les hypothèses, c'est en fonction des données qu'on a. Vous avez posé la question sur les simulations. Vous voulez faire des simulations. Pour faire des simulations, il faut des données. Il faut des données. Ça veut dire que si vous faites un modèle avec des compartiments inconnus, des compartiments que vous ne maîtrisez pas, les compartiments que vous êtes incapable de préciser dans la population. Parce que, comme j'ai précisé la dernière fois, si vous avez les susceptibles dans la population, les personnes qui sont susceptibles d'avoir le Covid, si vous avez les personnes qui sont latentes du Covid, ça encore, on ne peut pas non plus contrôler ces personnes-là. Vous ne connaissez pas ceux qui sont latents dans la population. Maintenant, il y a des personnes qui sont infectieuses. Bon, ceux-là au moins on peut dénombrer. Maintenant, il y a des personnes asymptomatiques, comme j'avais précisé dans le modèle précédent. Dans le cas, là, quand on a des personnes asymptomatiques, simuler ce genre de modèle, ça devient très complexe parce que on ne dénombre pas ce genre de personnes. Dans le coefficient des gens qui progressent pour devenir asymptomatiques dans la population, vous n'avez pas ces coefficients-là. Et si vous voulez faire des simulations numériques, vous allez faire des hypothèses. Vous allez supposer un coefficient pour simuler avec. Et maintenant, quand vous allez supposer le coefficient, vous aurez un résultat. C'est pour ça que vous allez voir, je n'ai pas fait des vidéos sur les estimations ou une vidéo sur le fait que je présentais la convergence avec ce modèle simple que je vous avais donné la dernière fois. Parce que avec ce type de modèle, si vous choisissez des paramètres qui ne sont pas réalistes, vous allez arriver à un résultat qui n'est pas du tout vrai. Donc, vous avez fait l'hypothèse et si vous simulez avec le coefficient que vous choisissez dans le cas de l'évolution des personnes asymptomatiques, vous aurez un modèle avec des paramètres variables. Chacun peut décider de dire 10% de personnes devient asymptomatique, 30% peut devenir asymptomatique. Ça, c'est des hypothèses que chacun fait à son niveau. Et personne ne peut définir ça et être sûr de ce qui va se passer. Maintenant, vous pouvez faire l'hypothèse, comme les premiers modèles qui ont été faits dans le cas du Covid, vous pouvez faire l'hypothèse que vous avez juste les personnes susceptibles, les personnes latentes, les personnes guéries, les personnes infectieuses et les personnes guéries. Vous avez 4 compartiments dans la population. C'est pas très réaliste en citant ce compartiment parce qu'on sait qu'on a les asymptomatiques, mais au vu des calculs mathématiques ou au vu des simulations mathématiques, vous aurez toutes les données nécessaires dans la population. Et lorsque vous connaissez la progression des gens, le nombre de jours qu'on met pour devenir un latent, le nombre de jours qu'on met pour développer les symptômes du Covid. Vous connaissez le nombre de jours ou le pourcentage des gens qui guérissent dans chaque population parce que vous avez le nombre de guéris, vous avez le nombre de personnes infectées. Donc, lorsqu'on fait le quotient et tout, on retrouve le pourcentage de personnes qui guérissent dans la population. Donc,
Vous voyez, dans le cas, j'ai présenté deux modèles. Un modèle dans un premier cas où vous avez tous les paramètres du modèle, mais le modèle n'est pas très réaliste parce que si on regarde le modèle, on va se rendre compte que négliger les asymptomatiques dans la population ou l'analyse n'est pas très correct parce qu'on sait vraiment qu'il y a ces asymptomatiques-là. Mais on a un second cas où on met les asymptomatiques, mais on voit qu'on n'a pas toutes les données pour présenter ou on n'a pas toutes les données pour simuler ces asymptomatiques-là. Raison pour laquelle, lorsqu'on a le modèle avec les asymptomatiques, on va parler des estimations, comme j'avais déjà précisé. On va parler des estimations. Vous allez pouvoir faire des estimations sur votre modèle ou pour estimer le nombre de personnes asymptomatiques dans la population. Oui, ça, on peut le faire. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait les hypothèses pour un modèle? Yuma, tu peux poser des questions si tu veux, en fait. Si tu peux poser tes questions pour que je puisse réagir. Donc, concernant les hypothèses, parce que je sais que toi, tu travailles sur le COVID. Donc, tu peux poser tes questions et j'attends pour passer dans le cas du ravageur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Hello Laura, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, bon après, c'est vrai que dans le direct, je ne calcule pas les équations aujourd'hui. En fait, je présente vraiment l'application qu'on peut avoir sur les modèles ou l'application qu'on peut avoir dans la vie courante. C'est pour ça que j'ai mis le cas du paludisme, le cas du Covid et le cas d'un ravageur de maïs. Donc, j'essaie d'expliquer où le processus qu'on a pour quitter d'un problème pratique à des équations mathématiques. Salut JD. Bon, tu n'es pas très en retard si on peut dire. Donc, le direct ou le but du direct surtout, c'était d'expliquer aux personnes qui font la modélisation comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire le choix des hypothèses du problème qu'ils vont résoudre pour avoir un modèle mathématique qui, dans certains cas, peut être réaliste, dans d'autres cas, pas. Vous pouvez avoir un modèle pas réaliste, mais vous avez tous les données nécessaires pour faire l'analyse ou pour présenter vraiment des résultats propres et que personne ne peut discuter. Mais vous pouvez avoir un modèle qui est très réaliste, mais vous n'avez pas les données pour simuler en fait. Donc, pour simuler, quelles sont les différentes données proprement dites? Voilà, donc je ne sais pas si je peux reprendre par exemple le cas du Covid ou reprendre quelle autre chose. Lorsque vous êtes en train de modéliser, le modèle que j'ai présenté dernièrement dans le cas du Covid, où vous êtes dans une population, on parle du fait qu'il y a les susceptibles, il y a les personnes latentes, ça veut dire que ceux qui ont déjà le virus dans le corps mais ne peuvent pas développer la maladie, bref, ne peuvent pas infecter les autres, ne peuvent pas infecter. Il y a des personnes qui sont en quarantaine, c'est ce que j'avais supposé dans la population. Il y a les personnes qui sont infectieuses, donc infectieuses en fait, donc ceux-là déjà qu'on a essayé de compter dans la population que vous maîtrisez ou qu'on donne les données chaque jour. Il y a des personnes asymptomatiques, les personnes qu'on n'a même pas identifiées jusqu'à présent, qu'on sait qu'ils sont dans la population, qui sont malades, surtout les jeunes comme j'avais dit, mais qu'on n'est pas capable d'identifier. Maintenant, il y a les personnes guéries. Donc, le souci maintenant d'avoir les données JD, c'est le fait que si vous voulez parler qu'il y a les personnes latentes, les personnes qui ont le virus et qu'ils ne peuvent pas transmettre, ils vont devenir des personnes infectieuses. Oui, ils deviennent infectieuses et on a identifié ces personnes-là à l'hôpital et c'est à partir de là qu'on a dit que le R0 c'était 2 à 3. Ça veut dire que une personne qui était susceptible ou on a mis une personne infectée dans la population, il a infecté 2 autres personnes. Donc on est capable d'identifier le nombre de personnes qui quittent de latent à susceptible. Infectieux, pardon. Donc, les personnes qui sont dans l'état de latence est devenu infectieux. Maintenant, ceux qui deviennent
des personnes asymptomatiques. On ne peut pas identifier ces personnes-là. On est incapable d'identifier. Donc, voilà déjà une donnée qui manque. Si vous voulez faire des simulations, voilà déjà une donnée qui manque. Le nombre de personnes qui sont mises en quarantaine, oui, ça peut être dénombré dans des pays où le respect strict ou le nombre de personnes mises en quarantaine est vraiment... où on compte vraiment le nombre de personnes qu'on met en quarantaine à chaque moment. Ça aussi, ça peut être identifié. Maintenant, dans le cas de la guérison, les personnes infectieuses, le nombre qu'on connaît, ces gens-là qui guérissent, on connaît, on a pu identifier, dont le transfert des personnes infectieuses aux personnes guéries est connu. Maintenant, si on passe au fait que les personnes qui sont asymptomatiques, les gens qui guérissent avec leur système immunitaire dans la population, ceux-là, on sait qu'il y a des gens qui guérissent du Covid de façon naturelle ou avec le système immunitaire, déjà même dans beaucoup de maladies. Mais comment est-ce qu'on identifie ce nombre? En termes de modélisation, ce nombre-là est connu comment? Où est-ce qu'on va trouver cette valeur-là pour faire des simulations? On suppose. Mais ça, c'est le type de modèle que la personne a choisi, les hypothèses que la personne a choisi pour avoir un modèle où il y aura les asymptomatiques. C'est la personne qui a choisi de mettre des asymptomatiques dans son modèle. C'est un choix, mais qu'il y aura finalement des hypothèses qu'il va falloir supposer ou essayer d'estimer, comme dans la majorité des cas, on estime en supposant que oui, le paramètre, il est hypersensible ou pas du tout sensible. Bref, que le paramètre n'impacte pas trop sur votre modèle. Donc, si vous faites l'analyse de sensibilité des paramètres du modèle et vous voyez que ces paramètres que vous avez ajoutés, qui sont inconnus dans la nature, ils ne sont pas très sensibles. Bref, leur degré de sensibilité est moins élevé. Alors, vous pouvez faire les simulations sans problème et dire, je choisis les paramètres au hasard. Après tout, ils n'influencent pas énormément mon modèle. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites l'analyse de sensibilité, vous voyez qu'un paramètre, par exemple, a un degré très, très élevé et que vous pouvez choisir le paramètre au hasard. Maintenant, vous aurez un modèle qui n'est pas du tout vrai. Vous aurez un modèle qui ne représente pas du tout ce que vous êtes en train de modéliser. Salut Jobert, merci. Donc, comment tu sais que tes hypothèses sont des bonnes? Voilà. Léoline, comment on sait que les hypothèses sont les bonnes? En fait, on prend des problèmes. Quand je présentais dans le cas de la météorologie la dernière fois, vous avez par exemple les données statistiques et tout d'un problème que vous voulez modéliser. Dans la majorité des cas, on modélise un problème qui est bien connu. Ça veut dire que vous avez par exemple, vous voulez peut-être estimer ou vous voulez faire des prévisions. Supposons le cas des prévisions, vous voulez faire des prévisions dans le cas de la météorologie. Vous avez déjà les données de l'année peut-être de 2000 à 2020. Vous allez faire un modèle. Dans votre modèle, vous allez mettre les précipitations, vous allez mettre la température, bref, vous allez mettre, disons, tout ce qui influence le climat et tout ça. Vous allez mettre toutes ces hypothèses-là. Maintenant, lorsque vous ajoutez vos hypothèses et que vous faites vous montez un modèle avec l'évolution de ceci, je sais pas, vraiment toutes les hypothèses que vous mettez dedans, vous simulez le modèle. Vous allez vous en rendre compte que non, on a précisé tel jour de telle année, on devait avoir tel climat, on devait avoir telle température et telle autre température, mais sur mon modèle, ça ne présente pas ça. C'est assez logique d'observer dans ce cas que votre modèle ne présente pas du tout ou le modèle n'est pas du tout réaliste. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on fait le choix ou comment est-ce qu'on peut identifier que les hypothèses ne sont pas bonnes. Maintenant, une autre réalité sur le fait que il y a des hypothèses qu'on sait d'office que c'est pas du tout vrai. Prenons le cas où, je prends le cas du Cameroun. Si on dit par exemple que les gens respectent le confinement, si vous mettez le confinement de maison à maison, vraiment le confinement dans votre modèle, bah c'est sûr que c'est pas du tout réaliste parce que les gens ne respectent pas ça. C'est pas parce qu'on le dit qu'on va mettre ou parce qu'on le dit qu'on sait que c'est vrai. Vous voyez bien que les gens ne respectent pas cette histoire, chacun reste chez soi et tout, c'est pas du tout respecté. Donc, si vous faites un modèle où vous mettez le confinement à l'intérieur, vous savez déjà à l'avance, le confinement dans ce pays particulièrement, vous savez déjà à la base que l'hypothèse n'est pas du tout réaliste. Donc, voilà une hypothèse qui n'est pas bonne. Maintenant, si vous faites l'hypothèse selon laquelle les voyages ou les vols entre le Cameroun et la France ou entre le Cameroun et d'autres, je sais pas, entre le Cameroun et la France n'existe plus, bah, s'il y a peut-être un seul vol, peut-être des trucs, ou même si ça n'existe pas, ça c'est une hypothèse qui est réaliste. Et là, au moins, vous êtes sûr dans votre modèle, quand vous êtes en train de construire le modèle, que cette hypothèse est tout à fait logique. C'est très réaliste parce que c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, voilà un peu comment on fait le choix pour les bonnes hypothèses du modèle. Honnêtement,
Honnêtement, moi, je suis nulle en maths et j'aimerais me recycler pour appliquer tes cours dans d'autres domaines, autres que la maladie. Je suis informaticien. Ok, elle, j'ai compris. Cette modélisation peut s'apprendre à une probabilité. Bah oui, JD. Dis que ça peut s'apprendre à une probabilité. Dans les modèles, en fait, mathématiques, il y a les modèles déterministes et les modèles stochastiques. Pour les modèles déterministes, c'est un peu comme si on définit le fait que lorsque vous entrez en contact avec une personne, vous allez développer la maladie et tout. Quand vous faites dans le cas stochastique, il n'y a pas le fait que vous allez entrer en contact. Bref, on met tous les lois aléatoires que tu retrouves en probabilité et quoi. Ouais, on peut rencontrer une personne avec un truc de façon aléatoire et tout. Donc voilà, dans le cas, il y a les modèles stochastiques. Vraiment, c'est tout de la probabilité si tu veux bien. Tu veux dire que le compartiment QMI... Oui, Yuma, le compartiment de quarantaine, c'est vraiment en fonction de chaque pays. Il y a les pays où on peut juste regrouper quarantaine et infectieux. C'est un peu comme si on n'allait pas dans la population tester les gens. Ou, bon, prenons un cas, au début du confinement, au début même de la maladie, lorsque vous quittez d'un pays à un autre, lorsque vous quittez d'un pays à un autre et lorsque vous arrivez, vous venez d'un pays à haut risque. Au début, quand les gens quittaient par exemple de la Chine, on les mettait en quarantaine. Que ces personnes soient infectées ou même sans tester ces personnes, on les mettait en quarantaine. Mais ça, c'était le principe de la quarantaine de départ. Maintenant, la majorité des gens qui sont mis en quarantaine, c'est ceux-là qu'on a déjà testé positif et qu'on a gardé à l'hôpital. Donc, dans le processus de la modélisation, tu peux également supposer que je n'ai pas les quarantaines, mais juste des personnes qui sont en quarantaine, c'est tous ceux déjà qui sont infectés. Parce que lorsqu'on vous teste positif, on ne vous laisse pas rentrer chez vous. Donc, tu peux supposer que dans ton modèle, tous les quarantaines, ce sont les personnes infectieuses, pardon. Donc, tu peux supposer ça. Et ça ne pose aucun problème. Mais vraiment, ça dépend du pays. Or, il y a les pays où vraiment la quarantaine est encore respectée. Il y a les gens qu'on a vus se regrouper avec une personne qui était malade. Et on a pris ces gens-là, on a mis en quarantaine, même sans les tester. Mais il y a les pays où on sait vraiment que ceux qui sont en quarantaine et quoi, c'est vraiment les gens qu'on a déjà testés positifs. Pour dire, au départ, il y avait la quarantaine dans tous les pays. Mais là, actuellement, c'est plus vraiment le cas. Quarantaine des personnes non malades, bien sûr. Donc, Yuma, j'espère que j'ai répondu à ta question concernant la quarantaine. Parce que je sais, tu veux le mettre dans ton modèle, mais vraiment, ce que je te conseillerais, c'est de mieux comprendre ce que représente la quarantaine avec cette situation. Je suivais le matin ce qu'il y a des formes asymptomatiques qui, dans certaines promiscuités, peuvent favoriser la contamination. Comment gérer ce genre de situation? Voilà, les formes asymptomatiques. Bon, la majorité des formes asymptomatiques, déjà, peuvent favoriser la contamination. Pourquoi? Regarde, lorsque les gens sont asymptomatiques, ça veut dire que vous ne présentez aucun symptôme. Dans le cas du Covid, si on ne vient pas tester toute la population, on n'est pas capable de dire que vous êtes asymptomatique, non. Ou si vous ne décidez pas d'aller à l'hôpital vous faire tester parce que vous êtes entré en contact. Bonjour, mon ingénieur. Merci, j'espère que tu vas bien. Ah, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu peux toujours suivre la suite. Donc, Orville, je reprends. J'étais en train de dire ceci. Les personnes asymptomatiques infectent ou augmentent la contamination ou favorisent la contamination dans tous les cas. Parce que tant qu'on ne va pas dans la population tester toute la population pour s'assurer que, bon, voilà, moi, je suis asymptomatique, toi, tu ne l'es pas, on ne saura jamais. On ne peut pas connaître qui est asymptomatique ou pas. Maintenant, est-ce qu'on teste toute la population? Non. Mais vous allez voir que le cas de l'Allemagne et par exemple les États-Unis, eux, ils testaient presque une grande partie. On teste la population, quoi. On ne se fixait pas au fait que on a regardé votre température. C'est juste qu'on délimite une zone où on teste les gens. Et dans ces personnes qu'on a testées, on n'a pas juste dit on n'a pas précisé qu'ils sont asymptomatiques ou infectés. Non, on sait qu'il y a les asymptomatiques dedans. Dans ces pays, le cas des États-Unis, quoi, on sait qu'il y a les asymptomatiques dedans, mais ils sont testés positifs. On n'a pas attendu que ces gens présentent les symptômes pour aller à l'hôpital se faire tester et tout. Mais ils sont malades, même s'ils ne présentent pas les symptômes. Donc, dans le cas de chez nous, par exemple, où c'est pas tout le monde qui se teste, les gens qui sont infectés, les gens qui sont asymptomatiques vont continuer de contaminer les autres. Bon, ils ne savent pas.
Donc, voilà, c'est un peu ce qui va continuer ou ce qu'on va continuer à avoir jusqu'à présent. Bon, Ovid, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, si on continue toujours dans le cas des hypothèses, dans le modèle, par exemple, vous allez voir la majorité des modèles que j'ai présentés, j'ai mis un recrutement constant de la population. Un recrutement constant, ça veut dire qu'on a les naissances qui s'ajoutent dans la population. Dans certains modèles, on peut ajouter les migrations. Parce que dans le modèle, je dis qu'il ajoute les naissances parce que je considère qu'en cette période de confinement mondial ou tout ce qu'on peut dire, il n'y a pas d'interaction entre les pays qu'on est en train de travailler dessus. Donc, si on suppose qu'il n'y a pas les gens qui viennent d'un autre pays ou qui s'ajoutent et quoi et tout, mais dans certains cas, on peut toujours supposer que naissance ou personnes qui viennent d'ailleurs, c'est pareil. Mais dans le cas de ce qu'on a, je considère juste qu'il y a les nouveaux nés dans la population. Parce que si vous voulez faire un modèle du COVID où vous mettez les interactions entre les pays, ça change les choses. Là, vous allez faire un modèle où vous allez mettre les migrations dans la population, mais qu'il y a certaines personnes qui peuvent arriver dans la population étant déjà malades. Donc, dans votre modèle, vous aurez un recrutement dans la classe des personnes infectieuses ou la classe des personnes latentes. Donc, vous aurez un modèle complètement différent de ce qu'on avait déjà présenté dans un cas simple où on est juste dans un pays où on étudie l'évolution de la maladie dans le pays. Donc, si on passe au troisième cas qui était celui du ravageur, dont j'ai déjà présenté le modèle, c'était le ravageur de maïs. Donc, vous avez un ravageur de maïs, vous connaissez le maïs, dont j'ai parlé du ravageur. Il y a plusieurs ravageurs, déjà qu'on m'a précisé, celui que j'ai présenté n'est pas forcément celui qui cause le plus de dégâts. Donc, c'est Buciola fusca. Donc, pour les gens qui ont déjà eu à cultiver le maïs et tout, vous savez énormément qu'il y a des problèmes dans la culture à cause de ces ravageurs-là. Donc, dans le cas... il y a un travail qui a été présenté par un chercheur burundais au nom de Janvier Pesser. Donc, c'est son modèle que j'ai présenté dans la vidéo sur l'évolution d'un ravageur. Vous êtes dans un champ de maïs, ou disons, oui, vous êtes dans un champ de maïs. Vous avez ces chenilles-là ou ce ravageur-là qui fore les feuilles ou la tige de maïs. Vous voulez étudier l'évolution du ravageur. Ce qu'il y a d'abord à faire, dans le modèle que j'ai présenté, il y a d'abord l'hypothèse selon laquelle la ressource est suffisante. La ressource est suffisante veut tout simplement dire qu'il y a suffisamment de tiges de maïs que les ravageurs vont consommer. Donc, vous avez suffisamment de tiges de maïs dans la plantation. Maintenant, qu'on a pris le ravageur a des stades de développement. Le stade de développement du ravageur, c'est tout simplement le fait qu'il y a la ponte des œufs. La femelle qui est féconde va pondre les œufs dans la tige de maïs ou sur une feuille de maïs, là où il y a juste l'évolution de l'épi ou la femelle, l'évolution de l'épi, si on peut dire comme ça. Donc, la femelle pond les œufs vont prendre des jours, comme on a précisé, le cycle de vie dont les œufs pondus prennent en général 7 jours. Après, il y a éclosion. Lorsqu'il y a éclosion, il y a des laves. C'est en général les laves que vous retrouvez dans les épis de maïs. Si vous avez vraiment eu affaire dans une plantation de maïs, c'est les laves, les petites chenilles que vous retrouvez dans les épis de maïs et tout. Donc ça, c'est ces laves-là que vous retrouvez dans vos épis de maïs. Il y a 3 stades de développement de ces laves-là. Il y a le stade L1, lave 1, lave 2 et lave 3. Donc, il y a ces 3 stades de développement. Ça prend un certain nombre de jours. Maintenant, après, il y a les nymphes. Bon, les nymphes ou pupées, ou qu'on peut dire en anglais. Donc, après ces stades-là, il y a les laves ou les nymphes qui vont évoluer pour être des mâles et d'autres qui vont être des femelles. Si on peut dire qu'on n'a pas défini le sexe à l'avance ou à l'éclosion de tous ces laves-là. Donc, il y a les laves qui vont développer pour être les mâles et d'autres qui vont se développer pour être des femelles. Maintenant, dans la population, vous aurez des ravageurs femelles et des ravageurs mâles. Mais à la base de tous ces ravageurs, il faut un croisement. Donc, les mâles vont croiser les femelles. Mais lorsqu'il y a un croisement, ce n'est pas toutes des femelles qui peuvent être croisées parce que lorsqu'il y a un croisement entre un ravageur mâle et un ravageur femelle, c'est suffisant pour qu'il y ait ponte des œufs. Mais parfois, il n'y a pas suffisamment de mâles. Déjà, ce qu'on retrouve dans la population humaine, c'est qu'il n'y a pas suffisamment dans le cas de l'Afrique, bien sûr que dans le monde, il y a vraiment l'équilibre au niveau des hommes et des femmes. Donc maintenant, si on regarde juste s'il n'y a pas suffisamment de mâles dans
la plantation, alors il n'y aura pas de croisement, ce qui serait très favorable pour le cultivateur ou pour le planteur, parce que s'il n'y a pas suffisamment de mâles, alors il n'y aura pas d'accouplement, donc il n'y aura pas de fécondation, ou il n'y aura pas. Lorsque les femelles et les mâles y en croisement, les femelles qui étaient là vont devenir des femelles qu'on appelle les femelles fertilisées, ceux qui sont capables de pondre les œufs. Alors, c'est ces femelles fertilisées qui vont pondre les œufs et que le cycle va reprendre. Alors, lorsqu'on est dans ce cas-là, lorsque vous connaissez déjà le cycle de l'évolution d'un champignon, comme j'ai dit, vous maîtrisez exactement le cycle, le nombre de temps que ça prend. Et une fois que vous avez ce cycle, c'est à partir de là que vous allez faire vos hypothèses de modélisation. Alors, pour le cas de ce truc, on a supposé juste qu'on néglige la classe des œufs parce que les œufs ne mangent pas le maïs. Quand vous arrivez au champ, vous voyez les œufs et quoi? Quand vous voyez les œufs dans une feuille, la feuille elle est intacte, les œufs ne mangent pas le maïs. Une fois qu'il y a éclosion, il y a des laves. Tous les stades de lave consomment le maïs, les feuilles ou la tige de maïs. Donc, vous allez voir dans le modèle, on précise que il y a les stades lavés. Comme j'ai dit, on a considéré juste le stade lavé et les stades des adultes. Donc, vous faites un modèle avec vos hypothèses. Il y a les laves, il y a les mâles, il y a les femelles. Lorsqu'il y a un croisement entre les mâles et les femelles sont capables de pondre les œufs. Voilà un modèle que vous avez fait avec vos hypothèses que vous avez choisies. Vous avez laissé tous les stades des œufs, vous avez laissé les 3 stades lavés, vous avez juste regroupé en un seul stade. Donc, vous avez un modèle à 4 compartiments. Les laves, les femelles non fertilisées, les mâles. Lorsque les femelles non fertilisées entrent en contact avec les mâles, elles deviennent des femelles fertilisées. Bien sûr, s'il y a suffisamment de femelles. Voilà, vous représentez le modèle de la croissance de votre ravageur. Vous ressortez les simulations numériques, le modèle. Et dans le cas de ce modèle-là, on ne parle pas d'équilibre avec la maladie comme le cas du Covid. On parle justement de l'équilibre trivial. Ça veut dire qu'on élimine complètement le ravageur dans la plantation de maïs. Donc voilà, vous avez un modèle. Dans ce cas de modèle de ravageur de maïs, pour éliminer le ravageur ou pour faire... pour répondre au problème du cultivateur qui a la plantation, on a le cas des contrôles biologiques. Ça veut dire qu'on fabrique les mâles stériles. Si les mâles stériles croisent toutes les femelles, comme on a dit, qui sont dans ce stade, si les mâles stériles croisent ces femelles-là, les femelles ne vont être infertiles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus l'évolution des classes des femelles aux femelles fertilisées. Ça veut dire que la croissance ou la ponte des œufs va carrément s'arrêter ou vraiment diminuer pour tendre vers 0 au cours du temps. Voilà ce qui est nécessaire ou voilà ce que le planteur a besoin pour sa plantation. Donc, c'est un peu compliqué pour répondre ou c'est un peu compliqué pour résoudre le problème parce que les mâles stériles, on fabrique dans les laboratoires. Il y a des labos qui fabriquent déjà ce mâle. Mais dans le cas de notre pays, il faut un labo pour fabriquer ces femelles-là. Donc, il faut des investissements dans ce cas pour pouvoir fabriquer ces femelles-là. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans le cas du paludisme à La Réunion ou en Chine pour éradiquer le paludisme. On a fabriqué des mâles stériles qui allaient croiser des anophèles et tout et pour réduire au final la population de tous les moustiques qui peuvent infecter ou qui peuvent vous donner le paludisme. Donc, voilà ce qu'on retrouve dans le cas de la modélisation. Donc, d'accord avec toi, mais pour le cas du Covid, les premiers modèles sont apparus donnés, mais pouvaient, grâce à nos modèles, pouvant justifier la décision politique. Dans ton modèle pour le Covid, quelles étaient tes hypothèses pour la population totale? Léoline, dans le cas de mon modèle de Covid, dans le tout premier modèle que j'ai présenté, j'ai mis les chauves-souris à l'intérieur, les pangolins, et la population humaine même. Mais sauf que dans les simulations, je ne retrouve rien sur les données des chauves-souris, rien sur les données des pangolins. Donc, je me suis limitée finalement. Donc, après mes hypothèses de réduction, je me suis retrouvée finalement au modèle uniquement sur les humains. Maintenant, dans mon modèle sur les humains, j'ai fait un tout premier modèle où j'avais juste les susceptibles, les personnes latentes, les personnes infectieuses et les personnes guéries. Et dans ce modèle-là, c'est sans problème parce que quand je simule ce modèle, c'est sans souci. Je retrouve quelque chose de normal. Je retrouve un taux de reproduction de base. Pas besoin de m'attarder dessus parce qu'il y a déjà une valeur qui est donnée par l'OMS. Et donc, dans mon modèle, pour donner une décision ou pour donner ce qu'il faut impacter dessus, c'est juste la transition entre les personnes qui sont susceptibles, qui deviennent latentes. Lorsque vous calculez le taux de reproduction de base, il y a le taux de transfert ou le taux de l'évolution des personnes susceptibles.
Lorsque je calcule, je retrouve ce terme-là sur lequel il faut impacter. Et c'est la même valeur qui est retrouvée dans le cas où on a dit confinement va réduire le taux de reproduction de base. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour vos Zelphone, j'espère que tu vas bien. Coucou Cindy. Ovile, alors, j'espère que j'ai répondu à ta question. Yuma, est-ce que ça va pour toi pour le choix ou pour les hypothèses de ton modèle? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois ajouter? Bon, du coup, on a l'essentiel. Alors, pour ce qui reste des simulations, je vais juste simuler le modèle, le cas, celui du Covid et celui du ravageur que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver là-bas. Donc, pour le reste des questions, vous savez, mon inbox est ouvert. Vous pouvez poser vos questions sans hésiter. Bien sûr, si ça concerne ce dont je fais, quoi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain direct, bien sûr. Bye.